Écoutez, bienvenue à tous. On est sur une heure d'échange avec mes trois invités qui vont bientôt se présenter. Mais l'objectif, c'est de parler du post-Covid dans la restauration et surtout de la digitalisation, et pas n'importe quelle digitalisation, une digitalisation qui est très liée aux nouveaux leviers de chiffre d'affaires. Et c'est ça que je vais développer avec mes invités. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter rapidement qui vous êtes, ce que vous faites, parce que c'est très en rapport d'ailleurs avec ce dont on va parler. Donc, je ne sais pas, Alexandre, si tu veux démarrer. Je commence. Et merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir de témoigner sur ce beau projet que je suis en ce moment. Donc, Alexandre Aurillac, j'ai co-créé avec deux associés il y a plus de 7 ans Big Fernand, qui était assez innovant sur sa proposition, qui était effectivement dans la tendance de création du fast casual. Pour le dire en français et sans accent. Du coup, effectivement, aujourd'hui, je travaille sur un concept qui est à l'extrémité, une extrémité en tout cas de la digitalisation, qui est PADI. Donc, PADI est le premier concept au monde, et là, la prétention est nécessaire, pardon, le premier restaurant autonome au monde, donc qui a la particularité d'avoir un robot qui fait des pizzas sous les yeux des clients. Donc, il prépare à la demande, en 5 minutes, des pizzas qui sont donc à la mesure de la demande du client. Merci, Alexandre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir ce robot plutôt impressionnant qui fait de très, très bonnes pizzas. Comme C'est quoi, gentil. Tu l'as dit pour moi, je ne voulais pas le survendre. C'est gentil de l'avoir fait. Effectivement, on s'est consacré, on travaille avec un triple champion du monde de la pizza pour le faire, puisque sans rien dévoiler, elle était pas très bonne avant qu'on rencontre Thierry, le triple champion du monde, et maintenant, elle est plutôt pas mal. je me demande si un jour tu ne devrais pas organiser une compétition entre le robot et un pizzaiolo, les deux en même temps, qui sortent la même pizza pour voir. Oui, ben, je pense que le Pizzaiolo va gagner. C'est là-dessus, là. On n'a pas le même spectacle. On a un spectacle aussi, puisque tout se fait sous les yeux du client. C'est pas le même. Et encore une fois, l'idée n'est pas de rentrer en compétition avec le Pizzaiolo. L'idée est de proposer une restauration de service, mais je pense qu'on aura le temps effectivement d'en discuter. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, Alexandre. Et ben, Richard, je vais te laisser la parole pour Dévore. Écoute, avec grand plaisir. Bon, tout d'abord, également, un grand merci à toute l'équipe FHT pour l'organisation de ce premier salon virtuel, ainsi qu'à toi, Bernard, pour cette invitation à participer à cette conférence. Donc, moi, je m'appelle Richard, je suis le cofondateur de Devor. Donc, Devor, c'est quoi? C'est une solution en ligne de pilotage décisionnel et de management opérationnel pour les réseaux de restaurants. En fait, dès 2016, le constat que l'on a fait, c'est qu'avec le digital, le secteur de la restauration vit une véritable révolution. Une nouvelle génération de caisses enregistreuses, la démocratisation des services de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo, des nouveaux outils de gestion des plannings et d'approvisionnement. On a même le bouche à oreille qui s'est digitalisé via des plateformes telles que Google ou TripAdvisor. D'une manière un peu paradoxale, jamais un restaurant n'a généré autant de données qu'aujourd'hui, et pourtant il n'a jamais été aussi peu en mesure de les exploiter. Et pour un réseau de restaurants, réussir à avoir une visibilité claire de son business, c'est en train de devenir un véritable parcours du combattant. Donc justement, Devor, c'est une solution qui répond à cette problématique. Nous collectons l'ensemble des données générées par les restaurants. Nous allons les nettoyer, les enrichir et les centraliser sur une même plateforme de gestion. Donc, vous pouvez donc désormais analyser en temps réel la rentabilité de l'ensemble des restaurants de votre réseau, les benchmarker, les comparer par rapport à l'année précédente, par rapport au budget, aux prévisions de vente, par rapport aux moyennes du groupe. Donc, après, vous pouvez partager ces informations avec l'ensemble des collaborateurs de votre réseau de manière sécurisée et dans un format adapté à vos interlocuteurs. Être alerté automatiquement dès qu'un indicateur sort du cadre normal du business. Et surtout, vous allez pouvoir agir et mettre en place des challenges pour animer vos points de vente. Ainsi, vous allez vraiment maximiser le potentiel de votre réseau et vous utilisez l'intelligence collective et valoriser le travail de chacun pour booster votre chiffre d'affaires. Merci, Richard. C'est vrai que la data est de plus en plus importante dans la restauration, mais le plus important, je dirais, c'est ce qu'on en fait. Et, de manière globale et dans la restauration notamment, exactement. Tout à fait, tout à fait. Merci, Richard. Bonjour, Boris. Bonjour, Bernard. Je vais vous laisser la parole pour présenter votre merveilleuse activité, vos 3 restos. Oui, notre merveilleuse activité. Merci pour l'invitation également. Donc, à la tête de 3 restaurants sur Paris.
avec mon associé et ma femme, Émilie Bazan. On a développé depuis 2004 une restauration, on va dire, traditionnelle bistronomique. Et aujourd'hui, on est à la tête de 3 restaurants, donc sur l'île Saint-Louis et dans le quartier d'Odéon à Paris, Saint-Germain-des-Prés, avec 40 collaborateurs. Voilà, on sert une cuisine bistronomique, des produits de saison, des bons produits. On mise beaucoup sur le produit, sur les hommes et pour faire en sorte que nos clients passent des bons moments. Merci Boris. Alors, tout à l'heure, on reviendra avec vous parce que c'est hyper intéressant de savoir comment vous avez vécu, un, le confinement et deux, le post-Covid que vous êtes en train de déployer, sachant que, étant en région parisienne, vous êtes encore en zone orange, donc on ne peut pas terrasse au restaurant pour l'instant. Mais ça va venir, hein. Peut-être que ça va venir plus tôt qu'on le pense. Mais bon, il y a des bruits qui courent. Peut-être que… Croise les doigts. Ah, tu as des informations? Non, il n'y a pas d'infos, On va faire juste un petit point technique pour tous les participants qui sont avec nous. Vous avez un petit onglet converser en bas et un onglet questions et réponses. Moi, je serai là pour poser vos questions à nos intervenants ici présents. Donc, n'hésitez pas. On essaiera de les poser au fur et à mesure de l'intervention et puis un petit peu plus à la fin si on a le temps. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois quelqu'un qui nous a demandé le son et la vidéo sont automatiquement désactivés. Oui, pour les participants, vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. Ah oui. C'est dommage qu'on ne vous voit pas, mais bon. Ouais. Avant d'échanger entre nous, je souhaitais faire un petit point sur plusieurs petites choses. Le confinement a été, selon je dirais, un véritable accélérateur de la transformation digitale. Côté consommateur, il y a ceux qui s'y étaient mis, et vous le savez, la fameuse génération Z, un peu d'Y, mais surtout la Z, et ceux qui s'y étaient pas du tout encore mis par peur, voilà. Et avec la livraison, le click and collect de produits d'ailleurs alimentaires et non alimentaires, beaucoup de Français pendant ce confinement, de tous âges d'ailleurs, se sont habitués à ces outils dont ils se servaient, je dirais, plus ou moins. Alors, sans parler évidemment de la découverte de la visio par beaucoup de personnes, du paiement et des commandes. Hier, on disait que le digital concernait uniquement la génération Z. Aujourd'hui, je dirais que une population beaucoup plus large est concernée par le digital. La question qui se pose, vont-ils poursuivre dans le monde d'après ? Nous pensons que oui, parce qu'ils ont beaucoup apprécié ça et beaucoup devraient poursuivre. Mais je rappelle que le digital est un outil, ce n'est pas du contenu. Et c'est ça dont il faut qu'on fasse attention. Le contenu, un contenu inintéressant, confus ou compliqué, je veux dire, n'aura pas d'impact même avec le digital. Donc le message doit être pensé, construit, etc. Et justement, à propos comment je pourrais dire, de messages construits et pensés, il va falloir actionner les nouveaux leviers de chiffre d'affaires, c'est un peu notre discussion d'aujourd'hui, mais à démultiplier surtout de nouveaux modes de distribution qui sont eux-mêmes d'ailleurs des nouveaux leviers de chiffre d'affaires. Certains les ont testés pendant le confinement, d'autres les connaissaient avant, je pense notamment à la restauration rapide, et d'autres en avaient un peu peur. De quoi je parle pour être très très précis? Je parle évidemment de la vente à emporter. Ce que j'appelle la vente à emporter, c'est le click and collect à l'ancienne. La vente à emporter, j'arrive, je commande, je paye et je m'en vais et je prends. Et le click and collect, c'est la digitalisation qui s'est mêlée de la vente à emporter. Le drive, etc. Bref, il y a évidemment plein de sujets en termes de mode de distribution. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a des vrais nouveaux modes de distribution qui sont arrivés grâce au digital. Je vous en cite comme ça quelques-uns. Je pense au drive, sans drive. Je m'explique, le drive n'est pas réservé à McDonald's, le drive n'est pas réservé à ceux qui ont une piste avec des guichets. Le drive, on peut se garer devant un restaurant, on nous charge notre coffre avec un super beau packaging, avec packaging haut de gamme, avec une fiche d'explication de comment je réchauffe mes légumes, à quel moment je mets la sauce, comment je dresse mon assiette, etc. etc. C'est du très haut de gamme. On a orienté un 2 étoiles au guide Michelin en Alsace
qui tourne sur une très très grosse performance en drive. Il se demande même s'il va réouvrir son resto. Enfin, je plaisante, mais pas tant que ça. Il y a la livraison internalisée. Alors ça, c'est très très nouveau. Il y en a qui l'ont tenté pendant le confinement. C'est quoi la livraison internalisée? À partir du moment où je fais de la bistronomie, de la gastronomie, de la restauration traditionnelle, est-ce que je me mets sur une plateforme Deliveroo ou Uber Eats? Pas sûr, parce que c'est peut-être pas cohérent avec mon produit. Et bien, il y en a qui ont décidé d'internaliser la livraison, plus haut de gamme, plus sécurisante, plus personnalisée, et ce qui est rassurant pour le consommateur. Alors, il y en a qui ont lancé des paniers repas à faire à la maison. Vous savez, à l'instar de l'excellente initiative qu'a eu Burger King. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Burger King a eu l'idée de dire à sa communauté, le Whopper vous manque. Eh ben, Deliveroo peut vous livrer chez vous des produits qui auront été cherchés chez Carrefour. Bref, tous les produits pour faire le Whopper chez vous. Donc, c'est une opération à 3 que je trouve géniale. Et on l'a, avec des clients Jira, transposé avec un restaurant qui va chercher chez ses artisans, chez ses producteurs, chez ses éleveurs et qui amène à la maison de quoi fabriquer un plat ou un repas complet sous les instructions du restaurant. On a aussi la Dark Kitchen internalisée. Dark Kitchen, tout le monde sait ce que c'est un labo extérieur qui est dédié uniquement à la livraison. La Dark Kitchen internalisée, c'est quoi? C'est l'optimisation de mon outil de travail en faisant une cuisine complémentaire ou supplémentaire. C'est pas très très nouveau. Sushi Shop l'a fait et dans ces Sushi Shop, ils fabriquent des Pokéballs. Ça s'appelle Pokai. Pokai est une marque donc virtuelle qui est uniquement dédiée à la livraison à partir de Sushi Shop. Pourquoi des Pokéballs? Évidemment, vous avez tous compris qu'il y avait une cohérence à base de riz sur les deux cuisines. Et puis enfin, en autre mode de distribution, malheureusement, beaucoup d'hôtels en France, qui n'étaient pas d'ailleurs fans de la restauration avant la crise, se posent beaucoup de questions sur la réouverture de leurs restaurants. Ils n'ont pas trop envie, c'est pas trop leur truc, trop protocole, etc. Et je pense que les restaurateurs ont un sérieux coup à jouer d'aller solliciter des hôtels pour se charger de leur restauration, peut-être même jusqu'au petit-déj le matin et peut-être même jusqu'au room service. Alors, vous voyez, on est vraiment sur les nouveaux leviers de chiffre d'affaires, sur des réflexions profondes. Et je me tourne tout de suite vers Boris pour compenser les pertes de chiffre d'affaires, parce que vos 2 mois et demi de fermeture sèche, les restaurateurs doivent mettre en place de nouveaux leviers de chiffre d'affaires sur de nouveaux moments de consommation. On n'est pas obligé de rester sur le déjeuner et sur le dîner, mais aussi développer d'autres modes de distribution. Boris, vous avez dit que vous êtes à la tête de 3 établissements parisiens. Comment avez-vous maintenu l'activité déjà jusqu'au 2 juin? Alors nous, moi, je ne croyais pas vraiment à la vente à emporter au départ, et en voyant tout ce qui se passait, je me suis dit qu'ils allaient également arrêter la vente à emporter. Donc, je savais que c'était un nouveau métier, que c'était un gros challenge et que ça serait difficile à mettre en place, et je ne voulais pas le mettre en place pour rien. Je ne voulais pas épuiser mes équipes pour ça. Et donc, on l'a commencé un petit peu tard. Je pense qu'on l'a commencé 15 jours trop tard, puisqu'on a commencé le 4 mai. Et bon, on aime bien les défis. C'était un gros défi à relever parce qu'il a fallu se réinventer complètement. On a créé, donc, grâce aux 3 restaurants, on s'est dit que ça serait quand même bien de faire ça sur une seule cuisine. Donc, on a créé une cuisine centrale, une cuisine de production comme un labo. On a réuni nos 3 chefs. On a créé donc un collectif éphémère qui s'appelle encore, pour peu de temps, j'espère, la Brigade des chefs. Et donc, chaque chef a associé sa recette. Il fallait qu'on ait quelque chose de fort, qu'on n'ait pas simplement de la VAE, comme vous en parliez, quelque chose un peu moderne et qu'on puisse correctement communiquer dessus. Et je trouve qu'il y a eu un très bel élan. Le fait d'associer 3 chefs, c'était quelque chose d'un peu nouveau, même s'il y a des chefs qui font des 4 mains, des 6 mains. Mais là, pour une pente à emporter, avec un menu bistronomique tous les jours à 24 € entrée plat dessert, se réinventer au niveau des contenants. Voilà, ça nous a apporté, on a dû travailler sur la technique au niveau des produits à utiliser, ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Donc, ça a été un vrai bureau d'études pendant 15 jours pour mettre un peu tout ça en place. Et c'est vrai que la digitalisation, on ne connaissait pas très bien.
même si on est un peu avant-gardiste sur beaucoup d'outils qui nous aident sur beaucoup de points aujourd'hui, notamment en back-office. On s'est retrouvé avec des commandes qui tombaient sur le mail. Alors c'est vrai qu'on y prend goût, c'est assez sympa. C'est pas le même ticket moyen, c'est pas la même rentabilité, mais ça nous a permis de rallumer nos fourneaux et de partager un peu des moments avec nos clients. Vos clients étaient surpris de cette démarche qui est inhabituelle quand même pour votre catégorie de restauration? Inhabituel, oui, parce qu'avant, c'était compliqué de demander à des chefs qui ont une expérience étoilée, qui font de la bistronomie, de dresser un plat dans une barquette. Donc ça a été très, très dur au départ, mais de toute façon, on était obligé. Donc, ça a un peu démocratisé aussi ce côté-là. Donc ça, je pense vous en parliez tout à l'heure, et je pense qu'il y aura un avenir là-dessus. Surpris, mais surtout, je trouve qu'on a réussi à capter une nouvelle clientèle parce qu'on était parmi les seuls sur nos secteurs, je parle de l'île Saint-Louis et Odéon, à proposer quelque chose de nouveau, de frais, de pas fast-food entre guillemets, qui sortait un peu de l'ordinaire. Et donc, on a capté des gens, je suis sûr, qui viendront dans nos restaurants, qui ne nous connaissaient pas. Donc, on a réussi avec des choses toutes simples, notamment des flyers qu'on mettait dans les boîtes aux lettres. On a réussi à s'associer avec les postiers qui ont été très généreux et qui ont mis nos flyers dans les boîtes aux lettres. Donc, on a, je pense, surpris les gens, mais ça leur a fait du bien. Super, super. Le confinement et la crise, on en a parlé, ont modifié la façon de consommer des clients, des consommateurs. Ils sont en attente de grosse sécurisation qui passe évidemment et de plus en plus souvent par le digital. Richard, de ton côté, ton outil Devor, je rappelle, aide les restaurateurs à mieux traiter ces données. En quoi peut-elle être utile dans cette période de reprise? Ce que j'ai envie de dire déjà au départ, c'est que par définition, les attentes des consommateurs sont en perpétuelle évolution. C'est donc tout le temps capital d'être à l'écoute de ses clients et de son marché pour adapter et ajuster son offre de produit. En fait, la période que l'on vit aujourd'hui, elle ne fait qu'exacerber ce phénomène. Donc, selon moi, il y a deux éléments clés pour gérer la période post-Covid, qui sont d'analyser l'évolution de l'activité pour comprendre rapidement l'évolution des attentes du consommateur et partager et communiquer avec l'ensemble de son réseau pour rassurer et garder la cohésion de l'ensemble des franchisés. Donc, sur le premier point, pour analyser de manière efficace, ce qui est capital, c'est d'avoir à disposition des données qui soient chiffrées, objectives et fiables. Selon moi, le risque, ça serait de céder à la panique et de mener une multitude d'actions désordonnées sans pouvoir avoir un véritable ROI sur chacune d'entre elles. C'est un peu comme si, en période de pré-Coupe du Monde, on tenait compte des avis de nos 60 millions de sélectionneurs potentiels. Chacun veut bien faire, le fait de manière intègre et sincère, mais aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on ne serait pas champion du monde. Donc, en fait, chez Devor, nous permettons à nos clients de pouvoir comparer facilement l'ensemble des indicateurs avant et après confinement. Ça permet de mesurer l'impact de la crise sur les habitudes de consommation et d'avoir un véritable retour des actions mises en place sur, par exemple, l'évolution des modes de consommation, sur l'évolution des heures d'affluence, sur l'analyse de la carte et des produits vendus, etc. Un autre point, c'est la gestion des avis clients, qui sera aussi un point clé à analyser pour une bonne maîtrise de la reprise. C'est toujours un sujet qui est un peu sensible, car les plateformes ne font pas vraiment l'unanimité dans le secteur, mais qu'on soit pour ou contre, les délaisser serait, à mon avis, une erreur. Donc, mesurer l'évolution des notes, faire une analyse sémantique des avis, être alerté dès qu'on a un avis négatif qui est posté, le suivi du taux et des temps de réponse aux commentaires, sont des fonctionnalités qui existaient déjà dans Devor avant le confinement, mais qui sont d'autant plus importantes à pouvoir suivre aujourd'hui pour maîtriser sa reprise. Donc, le second point, c'est vraiment de partager et de communiquer avec l'ensemble de son réseau. Donc, encore une fois, le risque, c'est quand nos décisions ne sont pas étayées, c'est de faire d'un exemple la règle. Ce qu'il faut, c'est donc garder la cohérence, la cohésion qui font la force d'un réseau de restaurants. Donc, pour impliquer chacun de vos franchisés à votre vision stratégique,
la transparence et l'intégrité sont des valeurs clés. Donc, il faut leur donner les moyens de comprendre la stratégie du groupe et donc d'y adhérer complètement. Donc, voici, par exemple, voici ce que nous avons observé, voici ce que nous devons mettre en place pour y remédier et voici les résultats attendus. Donc, par exemple, nous observons post-confinement une baisse de l'activité les midis en semaine. On a analysé que la mise en place d'un service de click and collect sur les établissements en zone de bureau permet une augmentation de 10% de la fréquentation et de 5% du couvert moyen sur ce type de service. Nous estimons donc un potentiel d'évolution de chiffre d'affaires de temps. Okay, et ce qu'on peut même faire, c'est mettre en place des challenges pour inciter l'ensemble des points de vente à mettre en place, à vraiment communiquer efficacement auprès de leurs clients sur ce nouveau mode de consommation pour faire de ce lancement un véritable succès. Richard, tu as des nouveaux clients qui débarquent chez toi avec des nouvelles problématiques? Depuis 3 mois. Je n'ai pas compris, pardon. Depuis 3 mois, tu as des clients qui débarquent ou des nouveaux clients qui débarquent avec des nouvelles problématiques au niveau de la gestion des données? Mais au niveau de la gestion des données, c'est déjà la multiplication des sources de données et de comment on va pouvoir agréger toute cette donnée et avoir une analyse consolidée de l'ensemble des informations. Et c'est également comment on a un véritable retour sur ce qui est mis en place et qu'est-ce qui réellement fonctionne, qu'est-ce qui au final est plus de l'ordre de la croyance et comment je vais pouvoir ajuster et adapter mon offre et mon modèle économique. Ok. Toujours en parlant de digital, on pense évidemment, quand on pense au digital, aux innovations. Alors toi, Alexandre, je rappelle que tu es directeur de la stratégie et de l'innovation chez Paddy. Tu nous as expliqué ce qu'était Paddy, qui a ouvert en novembre 2019. Est-ce que tu penses que cette crise qu'on a traversée va pousser les clients à rechercher ce genre de concept? Alors, fondamentalement, oui. Alors, par contre, je voudrais être clair là-dessus. Je pense que pour moi, et c'est une vision qui est personnelle, je ne sais pas si vous la partagez, mais la crise n'est pas synonyme de rupture. La crise est plutôt synonyme d'accélération dans l'innovation, dans l'accélération de modes de consommation qui étaient déjà ancrés. C'est-à-dire que ce besoin de règles sanitaires, de rassurance sur ce type de sujet, pour moi, existait déjà auparavant. Est-ce que ça a accéléré les choses? Je pense fondamentalement oui, un petit peu forcé. Mais aujourd'hui, effectivement, on a, nous, un ADN 100% digital et technologique, c'est-à-dire que de la prise de commande jusqu'à la production de la pizza, il y a zéro intervention humaine, il n'y a pas de contact. Donc, on garantit une hygiène effectivement à 100%. On est la première pizza sans contact, c'est ce qu'on dit. Mais je vais revenir là-dessus. Je pense que fondamentalement, oui, il va y avoir une demande qui va effectivement s'accélérer. Ça va obliger justement à changer les modes d'opération, je pense, de la plupart des restaurants. Je voudrais dire aussi autre chose, c'est qu'après l'accélération et après la crise, je pense qu'il y aura aussi une phase d'apaisement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant cette crise, je trouve, et je pense que tu me rejoins là-dessus, Bernard, je trouve qu'on arrivait effectivement à des absurdités réglementaires où on n'acceptait plus, quelque part, demandé par le consommateur et demandé par le législateur, on n'acceptait plus l'humanité en fait, de la proposition de la restauration. J'entends par là qu'aujourd'hui, effectivement, on souhaite que ça aille de plus en plus vite, qu'on accélère. Or, est-ce que l'humain peut suivre effectivement ces cadences? On souhaite qu'il n'y ait plus d'erreurs, on souhaite qu'il n'y ait plus de risques alimentaires, hygiéniques. Et du coup, effectivement, on en vient un petit peu à aseptiser les choses. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il va y avoir deux restaurations. Il va y avoir la restauration de service dans laquelle on va s'ancrer, où le consommateur pourra être très exigeant sur la transparence, la qualité des produits, la rapidité de service. Et puis une restauration effectivement plus traditionnelle, où on va retrouver ce sens et cette valeur du contact. Et on va accepter effectivement tous les défauts que peut apporter et le rapport au temps qui est complètement différent. Donc, j'espère une chose, c'est qu'après cette accélération, il y a aussi un apaisement et une valorisation justement de cette approche que défend Boris, par exemple, au travers de ses restaurants. Donc, cette restauration effectivement de service, on va aller chercher dans son quotidien la rapidité, la flexibilité, la réservation avec tous les outils digitaux que nous connaissons et d'autres vont arriver. Et puis, cette restauration, effectivement, je dirais plus humaine, où on va valoriser le contact, l'expérience.
dans la trop courte durée où tu as ouvert, parce que tu as ouvert en novembre 2019, mais tu as dû refermer allez, 3 mois plus tard, quelle est la réaction des consommateurs quand ils voient ce robot travailler sur la pizza qu'ils ont consommée? Alors, tu sais quoi, on avait effectivement aussi des questions, on avait des doutes sur comment ça allait être accueilli. On a été épaté en fait par l'adhésion et l'accueil en fait de la proposition. Donc, on est ouvert au centre commercial du Val d'Europe, hein, qui a rouvert ses portes. Donc, si vous voulez passer une tête, n'hésitez pas, on vous accueillera avec plaisir. On a mis en place aussi des mesures barrières. L'accueil, c'est comme toute innovation technologique. Je pense qu'il y a à la fois effectivement de l'excitation, du fascinement et aussi de l'appréhension. C'est-à-dire que ça pose des questions qui sont évidentes aujourd'hui. Mais on voit qu'effectivement, on a été très étonné que la valeur ajoutée de cette proposition sur l'hygiène, la flexibilité, la maîtrise, l'empowerment, je suis désolé pour l'anglicisme, l'empowerment du client, c'est qu'il est en complète maîtrise, il fait la pizza comme il le souhaite, il maîtrise son temps, s'il veut, il peut aller faire un tour dans le centre commercial pendant que sa pizza est produite. S'il veut, il peut regarder la pizza se faire sous ses yeux. Il est en complète maîtrise de sa consommation. On a vu que tout de suite, effectivement, les gens ont adhéré à cette proposition-là. Et le robot, bien sûr, nous aide parce que la démarche, c'était de tout montrer, d'être le plus transparent possible. La démarche aujourd'hui de Pazzi, c'est de créer la première chaîne, c'est de donner une justification. En fait, c'est de mettre la technologie au bon endroit, mettre l'humain au bon endroit, à sa vraie valeur. Donc aujourd'hui, d'utiliser la technologie pour une raison simple, c'est aujourd'hui de régler un peu les tensions que la restauration rapide a pu créer sur certaines verticales, que je pourrais développer plus tard, de résoudre ces problèmes-là pour pouvoir se concentrer sur des valeurs de service et des valeurs clients plus fortes. Donc entre autres, effectivement, l'hygiène, le sourcing des produits. On n'a que des légumes bio chez nous. On a du clean label, on a de la pêche durable, la pâte est fraîche. Fait, on travaille dessus avec un triple champion du monde de la pizza, comme je le disais tout à l'heure, et qui nous aide au quotidien à améliorer cette proposition. Donc, pour répondre à ta question, l'accueil a plutôt été très positif. On a été étonné de ça. À propos de livraison, tu en parlais. Pendant la crise, la livraison et la vente à emporter, ou click and collect, se sont imposées. Les plateformes sont nombreuses, Richard. Et il n'est pas toujours facile de gérer ces modes de distribution. Comment Devor traite ces données venant de différentes sources? Ce qui est sûr, c'est que pour le secteur de la restauration, c'est effectivement l'une des évolutions les plus importantes qu'on a constatées. Le click and collect, la livraison. Il y a d'ailleurs fort à parier que ces changements ils seront structurels, c'est-à-dire qu'en fait, ils seront pérennes dans le temps. Donc, l'explosion des plateformes de livraison, qui n'est pas à proprement parler d'ailleurs un nouveau mode de consommation, mais on va dire que la crise a encore accéléré sa démocratisation. Le véritable lancement des services de click and collect, qui eux aussi sont des outils qui existaient déjà avant la crise et qui étaient jusqu'alors assez peu utilisés par le consommateur final, alors que là, maintenant, on voit vraiment que les ventes sont vraiment en train de se développer et de manière assez significative. Et puis, on voit fleurir également une multitude de nouveaux outils, le flash and collect, le call and collect, des cartes digitales, des services de paiement digitaux, etc. Donc, en fait, chaque restaurant va devoir faire le choix des outils qui font sens dans son offre produit et qui ont un véritable impact dans le parcours de ses clients pour limiter justement les risques de perte de chiffre d'affaires, voire même les améliorer. Donc, en fait, le risque, lorsque vous multipliez vos canaux de vente, c'est de perdre la visibilité de votre business et de maintenir votre CA, certes, mais au détriment de votre rentabilité. Donc, sur le premier point, conserver la visibilité de votre business, c'est le cœur même de notre métier chez Devor. Donc, en fait, quels que soient les outils que vous décidez de mettre en place, vos données sont collectées, nettoyées et centralisées sur une même plateforme de gestion. Comme ça vous permet d'avoir en temps réel une visibilité à 360 des performances de votre réseau. Vous pouvez donc tester les différentes solutions digitales à mettre en place, les comparer à périmètre constant pour mesurer réellement l'impact de chacune d'entre elles. Et c'est ce qui va vous permettre d'ajuster au plus vite votre offre produit aux nouveaux besoins de vos clients. Un autre risque en termes de visibilité, c'est de démultiplier votre base article. Vous vous retrouvez au final avec 8 quotas différents dans vos analyses de vente, mais qui sont en fait un seul et même article.
Là aussi, l'harmonisation des bases de données est un sujet qu'on connaît parfaitement chez Devor, parce qu'au final, multiplier vos canaux de vente ne doit pas vous faire perdre la maîtrise de votre produit. Enfin, comment maîtriser sa rentabilité? C'est vrai qu'en plus, les marges en restauration, elles sont assez restreintes et toutes ces solutions que l'on peut mettre en place, elles ont des coûts qui soient fixes ou variables. Donc, le sujet d'ailleurs le plus douloureux sur ce point, ce sont les commissions des plateformes de livraison. Donc, nous, ce qu'on a mis en place chez Devor pour accompagner nos clients là-dedans, c'est d'intégrer ces coûts de livraison directement dans le calcul de la marge sur prime cost. Ainsi, comme ça, en cours de journée, on est capable de savoir non seulement le CA généré, mais également le ratio matière, les frais de personnel et les coûts de livraison. Parce qu'au final, mesurer l'évolution de son chiffre d'affaires par rapport à N-1, c'est bien, mais pouvoir le comparer et analyser sa marge au prime cost, c'est quand même beaucoup plus important. Enfin, une des autres problématiques, c'est que dans ce moment-là, c'est que le business évolue très fortement sur cette période. Il est très compliqué pour les managers de pouvoir ajuster leur planning et leurs achats à leur activité. Donc là encore, les outils de prévision de vente qui sont directement intégrés à notre solution Devor aident les managers à s'adapter mieux et plus rapidement aux évolutions du marché. On a plusieurs questions justement sur la vente à emporter et la livraison. On a une première question d'Arnaud sur le fait que les ventes à emporter sont moins rentables parce que le client consomme moins que sur place ou parce que les prix des plats sont moins chers du fait que c'est une autre expérience. Peut-être que Boris peut nous répondre là-dessus. Alors, c'est sûr qu'on a un ticket moyen qui est beaucoup plus bas, lié au problème de vente. Enfin, il y a zéro vente d'alcool, enfin de boissons. Donc, ça, c'est sûr qu'on a un ticket moyen qui est très faible par rapport à ça. On a une autre question qui était justement spécifique pour oui, vous. Excusez-moi, je voudrais juste rebondir là-dessus et soulever que vraiment, c'est vraiment propre à chaque offre de restauration, etc. Et que ça dépend. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate chez certains de nos clients, c'est qu'au final, on va, par exemple, sur la vente à emporter, certes, baisser le ticket moyen parce qu'on ne vend pas d'alcool à côté, mais certains vont avoir un niveau de chiffre d'affaires relativement équivalent à ce qu'ils faisaient au préalable, parce qu'ils vont servir plus de personnes et avec moins de monde pour les servir, puisque moins besoin de personnel à l'intérieur du restaurant pour accueillir les nouveaux clients. Et donc, se retrouvent avec des rentabilités qui, au final, sont même meilleures qu'au préalable. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la possibilité, à partir du moment où on adapte l'ensemble de son modèle, à assurer une rentabilité, donc une pérennité des offres de restauration. D'accord. Alexandre, tu notes une différence, toi, entre la vente à emporter et la consommation sur place? Parce que je crois qu'il y a peu de consommation sur place, ou c'est le contraire, je ne sais plus. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de consommation sur place. D'accord. Okay. On a beaucoup de consommation. Le robot attire. Le fait de voir sa pizza se faire, effectivement, provoque, je pense, cette consommation sur place. Et on est en train de développer la livraison petit à petit. Mais je pense que ce qui est dit au travers de l'intervention de Richard ou celle de Boris, je pense, c'est un peu la même problématique. Je dis ça pour caricaturer, mais quand on apprend effectivement à faire du pain, on apprend à un boulanger à faire bien son pain. On ne lui apprend pas à gérer forcément le modèle économique de celui d'une boulangerie. C'est très compliqué. On s'aperçoit qu'en restauration, ce sont des micro-entreprises avec énormément de variables à gérer. Et du coup, effectivement, des variables à gérer au quotidien qui nous détachent de temps en temps de l'expérience de la restauration et qui sont compliquées, encore une fois, à gérer. D'utiliser des outils comme celui de Richard pour redonner une intelligence économique, pour avoir effectivement des réflexes, pour un petit peu décharger la mule du côté effectivement de cette intelligence et de cet outil pour pouvoir se consacrer effectivement à son métier qui est un métier d'expérience, d'accompagnement du client et de proposition de valeur au client. Je pense que ça peut être fondamentalement utile et d'avoir une intelligence aussi économique par rapport à ces nouveaux outils qui changent énormément de choses, ces modes de consommation qui vont complètement changer, qui vont disrupter le modèle. Ça permet effectivement, encore une fois, de pouvoir appréhender ce type de situation et peut-être effectivement de réorienter son activité. Ok. Mode de consommation, mode de distribution qui évolue et il y a
de grandes chances que ça perdure même dans le service à table, Boris. Est-ce que vous pensez continuer à travailler de cette manière, vous qui n'étiez pas habitué à ce type de mode de distribution? Et d'abord, en quoi sont-elles bénéfiques, ces nouvelles façons de travailler pour vos établissements, en fait? On a fait un peu de calcul, on s'est quand même un peu projeté, on a profité de cette période pour se projeter sur continuer la VAE. Donc, il y a le problème technique, comment on va réussir à produire et de quelle manière ce qu'on produisait sans avoir de clients à table. Parce que bien sûr, ça c'est notre cœur de métier, il faut qu'on se concentre sur ce cœur de métier. Donc, on réfléchit aux différentes solutions qui vont se présenter à nous, soit d'avoir une cuisine labo, soit de le faire sur chaque établissement. Pareil, on est en train de monter un nouveau modèle économique, donc Richard et Alexandre en parlaient. Il va falloir qu'on pense bien la chose parce que c'est un vrai créneau pour le futur pour nous, c'est tout à fait nouveau. Je pense que les chefs y ont pris un peu goût. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à faire de belles choses avec ça. Ça veut dire que la gastronomie et la bistronomie que vous développez peut imaginer une dark kitchen? Une dark kitchen ou alors s'agrandir parce qu'on a un projet de développement qu'on ne peut pas laisser tomber et peut-être qu'on ajuste un peu les recherches sur le quatrième avec une grande cuisine. Comment, Boris, on a une question un petit peu plus opérationnelle sur votre fonctionnement pendant cette période. On nous demande comment vous avez géré plus précisément les conditionnements et notamment les problématiques de cuisson et conservation pour des plats traditionnels et bistronomiques, sachant que le plat peut être secoué, par exemple, dans la livraison. Est-ce que vous avez réadapté votre carte à une offre en livraison ou est-ce que vous avez fait la même carte? On a évolué chaque jour. On avait un vrai retour de nos clients qu'on rappelait, on envoyait des SMS pour connaître un peu leur taux de satisfaction. Au contraire de d'autres restaurateurs, nous, les plateformes d'avis, on aime bien ça parce que ça permet de se remettre en question et on les analyse beaucoup aussi. Donc, on a analysé, on a un peu fait des expériences même nous-mêmes. Moi, je me suis mis à la livraison. Je me suis retrouvé chauffeur-livreur, c'était assez intéressant. Et du coup, on a fait évoluer, oui, on a travaillé plus des plats, on a utilisé des produits un peu différents. On a fait des erreurs, on a dû des fois réajuster au fur et à mesure. Maintenant, on a des chefs qui techniquement ont quand même un gros niveau. Donc, on a travaillé sur des cuissons basse température, sur des choses, tout partait froid et devait être réchauffé avec des instructions précises sur la manière de réchauffer et de consommer. D'accord, donc vous avez adapté à ce mode de distribution votre carte. C'était la question posée Exactement. par Stéphane. Alexandre, je reviens vers toi. Évidemment, on a bien compris un concept qui est ultra digitalisé, mais est-ce que tu peux nous parler du modèle économique qui doit être, à mon avis, très différent du modèle économique des restaurants classiques ou traditionnels? Alors, il est fondamentalement différent. On a complètement disrupté la chose. On a un prime cost qui n'a rien à voir avec la restauration traditionnelle. En fait, ce qu'on fait avec cette proposition, c'est qu'on change les fondamentaux de la restauration rapide. Encore une fois, c'est la restauration rapide aujourd'hui que l'on vise. On a changé les fondamentaux qui ont créé des tensions qui sont des tensions écologiques. On parle du packaging et si effectivement on développe ce mode de la livraison, ça va avoir des conséquences qu'il faut adresser. Ça a créé des tensions de management. Il y a des difficultés au sein de la restauration rapide sur cette idée-là. Des tensions qui sont liées aussi à ces nouveaux flux qui sont celui du click and collect et de la livraison. Aujourd'hui, nous, on est capable d'adresser assez facilement ces tensions-là et du coup, effectivement, de disrupter complètement le modèle et de créer une nouvelle valeur. C'est-à-dire, à partir du moment où, justement, on s'affranchit de ces tensions-là, de pouvoir se consacrer à des valeurs qui sont plutôt tournées vers le client, donc sur le service, la réservation de créneaux, le fait de synchroniser directement avec des applications que vous avez sur votre portable, la maîtrise du temps, pouvoir commander depuis son Apple Watch, etc., pouvoir faire une pizza sur mesure et ce genre d'éléments. Donc, effectivement, on a complètement disrupté le modèle.
Nous, on s'adresse plutôt effectivement à des endroits où il va y avoir ces problématiques de recrutement, où les amplitudes horaires nécessaires sont importantes. Du coup, je le redis, nous, on souhaite effectivement recréer en fait une restauration qui est héritée un petit peu du fast-food. On aimait la praticité du fast-food et le prix. C'est ce qu'on va aujourd'hui proposer, sauf qu'on va y ajouter de la qualité et de l'éthique, puisqu'on voudrait être la première chaîne de restauration engagée et éthique. Donc, du coup, effectivement, on va rajouter de la valeur pour garantir aux clients la meilleure expérience possible. Donc, que ça soit sur le goût et la pizza à proprement parler, que sur effectivement ces notions aux alentours. Si on est concret au niveau du modèle économique, mais tu vas me dire si je me trompe, en coût matière, bon, tu dois être comme une pizzeria à peu près, à peu de On est choses plus cher. près. On est plus parce que du coup, c'est ce que j'évoquais. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, ça nous permet de consacrer. On est très petit. Aujourd'hui, on a un restaurant. Donc, effectivement, on n'a pas les leviers que peut, par exemple, avoir Boris aujourd'hui sur 3 implantations. On est très petit. Et aujourd'hui, effectivement, on a un cahier des charges qui est très strict. Donc, je le disais, il y a minimum un label par ingrédient. Il y a une histoire, effectivement, qu'on souhaite raconter par ingrédient. Du coup, par contre, aujourd'hui, en matière première, on est plus cher qu'un restaurant traditionnel. D'accord. En frais de personnel, tu es beaucoup plus bas. On est beaucoup plus bas, mais aujourd'hui, effectivement, c'est la répartition, juste pour vous dire, il y a de l'humain derrière. Il y a 29 personnes pour l'ouverture de ce projet. Mais en fait, au lieu effectivement d'être sur ces métiers de la restauration qui sont compliqués en termes de recrutement et de management aujourd'hui, on est plutôt sur les métiers du futur et les métiers de la technique ou de l'industrie. Aujourd'hui, c'est là où on recrute nous. Et donc, on a une verticale maintenance, entretien, monitoring du robot qui effectivement représente, mais qui est traité de façon, encore une fois, schématiquement et économiquement différente. Donc, coût matière un peu plus haut, frais de personnel beaucoup plus Feu bas, personnel plus bas, mais investissement très lourd. Ce robot, il coûte très cher, non? mais investissement plus lourd. Alors, ça va diminuer. Aujourd'hui, effectivement, le coût du robot est impressionnant. Je vais le partager avec vous. Le prototype a coûté plus d'1 million d'euros. Donc, effectivement, on a été une start-up qui a été très bien soutenue par ces investisseurs. Mais effectivement, en phase d'industrialisation, c'est des coûts qui vont largement baisser. Donc, l'idée, effectivement, est d'obtenir, effectivement, de se rapprocher de cette phase d'industrialisation pour baisser les coûts de la machine. Mais encore une fois, c'est un modèle économique où le CAPEX, l'investissement est plus important. Et puis après, la façon, effectivement, dont vous gagnez votre argent est complètement différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en restauration rapide. Ouais, c'est une révision profonde du modèle économique. Complètement. Donc, je le redis, pour moi, il va y avoir… Alors, c'est un pari. Et j'adore effectivement faire ce genre de pari avec toi, Bernard. Il va y avoir pour moi deux restaurations. Restauration de service, dans laquelle effectivement, je pense Pazzi s'inscrit. La restauration d'expérience, dont effectivement, je pense que plutôt Boris va défendre et porter haut, on va porter haut les couleurs. Vous êtes d'accord, Boris, la restauration d'expérience? C'est gentil, c'est gentil. Oui, je suis d'accord. J'accepte. Ah, mais c'est des éléments importants parce que effectivement, on va rechercher. Je pense que fondamentalement, on a manqué de tout ça. On l'a dit, on a perdu cette culture gastronomique pendant le Covid. Je pense qu'on va y retourner. On va y retourner effectivement avec plus de tolérance, plus d'acceptation. Et par contre, ça va exiger effectivement, parce que je pense que ce genre de phénomène nous impose à réfléchir sur notre modèle, la façon dont on travaille, à créer une flexibilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que effectivement, quand on parle de gastronomie, généralement, on y vient avec une espèce de rigidité. Je trouve que la nouvelle génération effectivement de restaurateurs est venue un petit peu changer ça. Et du coup, effectivement, sur cette tendance-là, je pense qu'encore une fois, la crise va accélérer les choses et qu'on a ce devoir. Les cycles de consommation vont être plus courts, plus intenses, et que du coup, effectivement, ça va exiger sur tous les modèles économiques à se créer une agilité, une flexibilité. Et la restauration ne change pas là-dessus. Et je pense que vraiment, pour acquérir tout ça, des outils digitaux, techno, encore une fois, bien placés au bon endroit, là où ils ont raison d'être. Parce que je le redis, on n'aura pas amené de la technologie, nous, dans la pizza, si on n'avait pas effectivement senti que sur autoroute, dans les aéroports, sur des campus d'entreprise, il n'y avait pas une restauration qui aujourd'hui, dans son modèle, posait problème humainement. C'est-à-dire que les gens qui y travaillent n'ont pas forcément d'intérêt et du coup ne se font pas recruter. Le client n'est pas forcément content et les opérateurs non plus. Donc effectivement, sorti de ces tensions-là, on sentait qu'il y avait une opportunité et que du coup, la technologie avait raison d'être. Si on n'apportait pas cette éthique et cette qualité du produit, on n'aurait pas décidé de le faire. Et c'est les deux fondateurs de l'entreprise, de Pazzi, qui ont porté ça depuis le début.
Richard, tu dois être très sollicité dans ces bouleversements de modèles économiques par rapport à ton traitement de données. Écoute, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, mais oui, oui, il y a beaucoup de traction en ce moment là-dessus, parce que ce sont des, des là, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt tout ce que disait Alexandre, et je suis entièrement d'accord avec ça. La technologie, elle vient apporter de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de se projeter et de penser la restauration de demain. Dans tout ça, tout ne vaut pas pour tout le monde, mais chacun va devoir aller puiser les éléments, les outils qui viennent vraiment faire du sens sur l'offre produit, sur son parcours client, etc. Et donc, comme on peut penser que tout ça va continuer à se développer et qu'il y a de nouvelles innovations qui vont voir le jour à venir, eh bien, garder et pouvoir centraliser une cohérence d'analyse et de données, etc. Oui, je pense qu'on est sur un créneau qui a de l'avenir pour la suite. Ouais, je pense, ouais. On approche doucement de la fin de nos échanges très intéressants. Est-ce que Clémentine, on a d'autres sujets, d'autres questions? On a eu des questions auxquelles, on a eu une question auquel Alexandre, je pense, a déjà répondu en grande partie. C'était une question de Myriam. À l'heure où la RSE est un indicateur chez les consommateurs, comment préserver votre business après l'effet surprise du robot? Bonne question. Et justement, c'est en se consacrant, ou en tout cas, je redisais, hein, ça nous permet aujourd'hui de un petit peu s'affranchir des problématiques opérationnelles que vit la restauration rapide. Je le redis, c'est ce modèle-là qu'on vise, où on est venu créer des métiers qui étaient difficiles, qui sont très proches, qui ont été hyper processés et qui sont très proches de ce que pourrait faire un robot finalement, sans vraiment valeur ajoutée, sans valorisation même pour la personne. Donc même sur cette démarche, si on prend cet exemple-là du management et du recrutement, on va effectivement, nous, être sur aujourd'hui, on a un niveau de salaire sur les premiers métiers chez nous, 15% au-dessus effectivement de ce qui se fait en moyenne dans la restauration. On a ce désir, du coup, effectivement, d'être beaucoup plus valorisant, de créer une agilité, de former nous-mêmes à ces métiers, effectivement, du futur. Sur l'écologie, le packaging est un gros problème en restauration rapide. On travaille aujourd'hui avec notre fabricant pour créer un circuit court de recyclage, une boîte qui consomme moins en matières premières. Sur le food waste, pardon encore une fois pour l'anglicisme, pour effectivement le déchet alimentaire, on a un robot qui nous permet aujourd'hui de complètement maîtriser et d'être pratiquement à zéro, ce qui nous donne un énorme avantage. Et après, effectivement, sur l'éthique de la filière, l'éthique du produit, on privilégie les filières bio, on privilégie aussi le local. La techno va pouvoir nous permettre, en fait, et je pense que Richard peut peut-être m'appuyer sur cette réflexion plus techno, et dire va pouvoir nous permettre en fait de potentiellement intégrer du local dans effectivement des circuits qui, par leur masse et par leur taille, ne permettent pas aujourd'hui effectivement l'introduction de producteurs qui ne sont pas suffisants en taille. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais effectivement, si j'ai un outil, une techno intelligente qui me permet de dire la production de ce fournisseur-là est prête à telle date et peut s'intégrer dans mon schéma d'approvisionnement à telle date et de telle façon, et de m'accompagner justement sur ce schéma d'introduction de sa production, je pense que la techno va pouvoir donner du sens au local. Le local aujourd'hui est très difficile, et je pense que la techno doit pouvoir le faire. Si je prends l'exemple, pardon, de mes tomates, aujourd'hui, tous les matins, avant de cultiver ma tomate, donc nos tomates sont cultivées pendant les 4 mois effectivement de la saison de la tomate, et pas effectivement un autre temps de l'année. Il envoie un drone, repérer effectivement le terrain et étudier si ma tomate est mature, si elle est prête à être récoltée et si l'hygrométrie est suffisante. Et du coup, d'éviter tout simplement, grâce à ça, un surarrosage de ma tomate ou une surnutrition de ma tomate, parce qu'effectivement, la technologie, tous les matins, avec ce petit drone qui ne lui coûte pas grand-chose, lui permet justement d'éviter tout ça. Donc, on va pouvoir, grâce à la techno, remettre justement de l'éthique et de la valorisation. Ça reste un projet humain, ça reste une entreprise. La question que ça apporte derrière, effectivement, la première réaction, c'est de dire, OK, sur les métiers traditionnels, par contre, de la restauration, effectivement, on n'a pas effectivement le même nombre de personnes. Par contre, on les a derrière sur la maintenance et la technique. Est-ce qu'on fera du 1 pour 1 ?
Moi, je le redis, il va y avoir une restauration de service puis une restauration d'expérience. On va accepter où il va y avoir un décorum, où il va y avoir effectivement cette proximité. On va redonner cette valeur-là. Puis on va changer le rapport au temps parce que je suis convaincu aussi d'une chose, c'est quand on veut que les choses aillent plus vite, c'est peut-être pas un temps réellement humain. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, d'être dans un cadre gastronomique et d'exiger que son plat soit là au bout de 2 minutes, c'est peut-être pas effectivement très compatible. Donc, il va y avoir ce temps effectivement de la restauration de service, je me répète un peu, où effectivement on pourra être aussi exigeant sur la rapidité, sur les amplitudes horaires, sur la qualité et la garantie de cette qualité. Puis de l'autre côté, effectivement, on aura autre chose sur une autre approche avec une valorisation, une revalorisation de l'humain. J'accompagne aussi des restaurateurs, parce que je suis restaurateur au démarrage et aux origines. Donc effectivement, ces réflexions-là sont hyper importantes, c'est de dire placer effectivement sa valeur ajoutée au bon endroit et d'apporter la technique. Les outils comme celui de Richard permet justement, je prenais l'exemple du boulanger tout à l'heure, de plus effectivement être sur des notions, ou moins sur des notions de gestion qui sont compliquées, sur lesquelles on n'est pas toujours formé, mais de se consacrer effectivement à la vraie, véritable valeur ajoutée d'un restaurateur qui est plutôt dans sa relation avec le client et son service au client. Merci pour ce mot du futur. Alexandre, le futur, moi je croyais que c'était demain, mais en fin de compte c'est aujourd'hui, parce que moi j'aime bien ton drone qui va surveiller les tomates, ça j'aime beaucoup ça. Il y a plein de petites choses, hein. Je peux en parler pendant très longtemps. Non mais je sais. Notre concept est un peu extrémiste dans sa proposition et il est français, donc il faut en être fier. C'est une belle start-up française et je pense qu'il faut en être fier, il faut le porter. Et ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ça soit porté par une entreprise qui ait des valeurs. Et donc, c'est ce qu'on défend. C'est-à-dire qu'on voudrait que cette technologie qui va arriver d'une manière ou d'une autre, on l'amène dans une direction positive. Donc, on est plutôt fiers effectivement de ça. On a besoin, s'il y a des gens qui nous entendent, qui veulent nous accompagner justement dans cette démarche RSE, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, on est très preneurs. On veut créer des collectifs. On a créé le label Tech for Good Food. Et là-dessus, effectivement, je pense que il ne va pas y avoir deux camps. Il faut effectivement intégrer de façon intelligente, trouver la bonne place de l'humain, trouver la bonne place de la technologie, et il faut le faire, il faut anticiper cette problématique. Sinon, je vais reprendre un mot de ma grand-mère, ça va nous mordre les fesses. Et je trouve effectivement que ça serait dommage parce qu'on voit le mur se présenter, qu'on a une opportunité, il faut qu'on le fasse de façon intelligente, tout en préservant notre culture, tout en préservant nos restaurants. Je pense que fondamentalement, effectivement, il faut protéger ce que fait Boris. L'accompagnement Richard, encore une fois, permet de donner de l'intelligence à ces nouveautés, à ces nouveaux modes de consommation. Et il faut effectivement protéger, encore une fois, notre gastronomie et nos restaurants. Merci Alexandre de ce mot de conclusion sur le futur. À propos de conclusion sur le futur, ta grand-mère, je crois qu'elle avait raison. Elle a raison. Gentil pour elle. Un mot de conclusion sur le monde d'après, toi aussi. Excuse-moi, j'entends pas beaucoup. Je te disais, toi aussi, j'aimerais bien avoir un mot de conclusion sur le monde d'après. Oh, ben moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais, Alexandre, sur lequel je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que la techno, c'est pas une scission entre des outils technologiques et une restauration traditionnelle. C'est comment on peut amener des avantages technologiques aujourd'hui au service de la restauration, au service des gens qui travaillent pour la restauration. Nous, en ce qui nous concerne, par exemple, l'idée, c'est justement le restaurateur aujourd'hui n'est pas son premier métier, c'est d'être au service de son client, c'est d'être un bon manager pour ses équipes et si possible d'être un bon gestionnaire de son établissement. Eh bien, l'idée, c'est de rendre la partie gestion des établissements et suivi du modèle économique accessible à tous, compréhensible par tous et qui prenne un minimum de temps pour pouvoir se consacrer réellement à ce qui est l'essence même du métier de restaurateur, ses clients et ses équipes. Merci Richard. Boris, c'est pour vous le monde d'après. Vous le sentez comment? Non, mais j'entends, on a une vraie passion commune avec tous les intervenants aujourd'hui, donc c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le discours d'Alexandre, de redonner du sens aux choses. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est vrai que je ne m'étais pas trop projeté sur tout ça, mais je suis assez d'accord. Nous, on va continuer d'évoluer. Je trouve que ça fait un moment qu'on a pris le train en marche. Je me rappelle, il y a eu l'époque Internet où je connais des gens dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas pris ce train en marche.
Et je pense que là, voilà, il faut vraiment faut y aller. Nous, on se sent concerné et on se donne la possibilité, avec tous les outils qui existent, d'évoluer. Et on est très attentif à tout ça. Et on sent qu'à un moment, on est aussi dépassé. Je rejoins aussi, on sent qu'on est concentré sur notre métier et qu'on a besoin d'aide. Et ça peut nous amener beaucoup d'aide, donc pourquoi pas en profiter. Très, très bien. Merci Boris. Et merci à vous tous parce que je crois qu'il est l'heure, on est obligatoirement timé dans ce genre d'exercice parce qu'il y a des conférences qui arrivent derrière. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Allez visiter les stands parce qu'il y a plein de stands à aller visiter, il y a plein d'experts, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à très vite. Merci Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à Je tous. profite pour vous remercier aussi pour cette conférence très intéressante. Et effectivement, vous avez tout le monde qui vous attend derrière au salon virtuel. Allez visiter le plan interactif et vous allez faire de super belles rencontres. À très bientôt à tous. Bye. Au revoir. Merci. Bye bye.